toutes et à tous. Donc, en préambule, très rapidement, je vais me présenter. Donc, Michel Gérard. Je suis le président de la société Concio Technologies. Alors, Concio Technologies, c'est un éditeur de logiciels et de contenus spécialisé en sensibilisation des utilisateurs à la cybersécurité. Donc, société vantaise de Vannes, dans le Morbihan, donc un peu plus à l'ouest qu'ici. Et donc, aujourd'hui, 40 collaborateurs avec 250 clients abonnés à peu près à nos solutions. Et donc aujourd'hui, plusieurs millions d'utilisateurs sensibilisés ou en tout cas ciblés par nos solutions et nos plateformes. Donc 14 ans d'expérience, donc avec, je dirais, pas mal de recul sur ces opérations de sensibilisation à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, je vais avoir une approche un peu différente de celle que l'on peut avoir régulièrement sur ce sujet-là. Et on va associer ces problématiques de sensibilisation avec des notions de psychologie et notamment de psychologie de la persuasion et de l'engagement. Donc c'est un sujet qui fait converger, on va dire, différents domaines de connaissances, mais qui est assez passionnant, très intéressant. Et l'objectif derrière ça, c'est justement de faire en sorte que ces opérations de sensibilisation, d'aucuns parleraient de conscientisation, on pourra revenir sur le distinguo entre les deux termes, mais en fait, ça permet justement de progresser dans l'efficacité de ces opérations. Alors, je vous rassure, sur les slides, il y a plein de textes. L'objectif, c'est parce que si j'ai bien compris, derrière les présentations vous seront communiquées, donc ça vous permettra de retrouver le contenu de mon intervention. Mais par contre, je vais être assez libre par rapport au texte qui est affiché dans ce que je vais vous présenter. Donc, ça a été abordé ce matin pour ceux qui étaient là. Donc, on a déjà commencé à parler de notions de sensibilisation. Et c'est vrai que quand on regarde un peu ce qui se passe en matière d'incidents cybersécurité, on voit que le facteur humain est vraiment au cœur des problématiques de cybersécurité. Je ne vais pas argumenter trop longuement sur les pourcentages. Vous m'entendez? Oui, ça coupe un peu. Ah oui, c'est le mot P. On m'a dit qu'il ne fallait pas dire trop souvent P. Mais quand on parle de psychologie, c'est pas facile. Ouais, c'est ça, il faut le prononcer à l'anglaise. Donc, ce que je disais, c'est que le facteur humain est au cœur des incidents de cybersécurité. Et donc, selon les études, il y a des pourcentages qui divergent, mais en tout cas, la grande majorité des attaques, à un moment ou à un autre, fait intervenir le facteur humain. Donc, les sociétés qui cherchent à faire baisser les incidents de sécurité, enfin, sociétés ou administrations d'ailleurs, doivent s'attaquer à ce problème de facteur humain et donc se mettre en œuvre ce qu'on appelle des opérations de sensibilisation à la cybersécurité. Avant d'aller plus loin, je voudrais, et puis ça va permettre de maintenir tout le monde éveillé après déjeuner, je voudrais juste faire un petit tour de piste très rapidement. Qui parmi l'assistance a déjà travaillé à la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation à la cybersécurité? Levez la main. Oui, donc il y a quand même pas mal de professionnels du sujet. Et parmi les mêmes ou les autres, combien ont été ciblés, ou ont vu être ciblés par ce type de campagne, soit de test phishing ou de sensibilisation? Oui, on va dire pratiquement tout le monde. Donc en fait, on voit que c'est un sujet qui est quand même au cœur aujourd'hui des stratégies de cybersécurité. Et donc on ne peut pas faire l'impasse. Je dirais qu'il y a grosso modo 3 piliers dans la stratégie sécurité. Il y a le volet organisationnel, avec les problématiques d'analyse de risque, d'équipe, etc. Le volet technique, beaucoup de sujets ont été abordés sur cet aspect-là ce matin, et le traitement du volet humain, dont on va parler en partie aujourd'hui. Donc il y a eu depuis, alors ça a commencé il y a une quinzaine d'années, c'était surtout les banques, les assurances, enfin les structures, je dirais, vraiment concernées par la cyber qui faisaient de la sensibilisation. Mais aujourd'hui, en 2024, tout le monde en fait. Donc, nous, parmi nos clients, par exemple, on a des entreprises, des organisations de tout secteur public, privé, de tous les métiers et d'un peu toutes les tailles. Ça va de quelques centaines ou un peu moins de 100 même, jusqu'à plusieurs milliers, dizaines de milliers ou centaines de milliers pour les grands groupes internationaux. Donc, c'est vraiment un sujet qui touche tout le monde. Maintenant, quand on prend un peu de recul par rapport à ces opérations, il y a quelque chose, il y a un sentiment diffus qui émerge quand je discute avec j'allais dire clients, mais également confrères et autres RSSI. Il y a une forme de déception par rapport à ces opérations de sensibilisation. Je ne sais pas si vous-même, dans les opérations que vous avez pu mener pour ceux qui l'ont mené, est-ce qu'il n'y a pas par moment un peu une espèce de
Bon, une réflexion que j'ai entendue de quelqu'un très récemment, ouais, la sensibilisation, on en fait parce qu'on est obligé. Mais bon, c'est toujours la même histoire, quoi. Ça marche pas, ça intéresse pas les gens. Est-ce que c'est efficace? Il m'a même dit, alors vous imaginez, pour moi, fournisseur, il m'a dit, non, mais si je savais que ça marchait, je mettrais plus d'argent. Je dis, ah, qu'à cela ne tienne. Non, je blague. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, et c'est un peu l'analyse qu'on a faite, c'est, ouais, il y a sûrement mieux à faire que ce qu'on fait aujourd'hui, et on voit bien que on a beau faire des efforts, et parfois on a quand même cette déception quant au taux de participation, quant à l'engagement également des utilisateurs, le fait qu'ils adoptent vraiment les bons comportements. On a vraiment cette problématique et cette déception qui s'affiche. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Je passe un peu parce que comme ça me permettra de concentrer l'information sur certains sujets. En fait, on a regardé, on a étudié en interne qu'est-ce qu'il était possible de faire. Il y a 10 ou 12 ans de ça, on avait déjà commencé à regarder, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent quelqu'un qui s'appelle Robert Vincent Joule, qui était, enfin, il est à la retraite maintenant, il était professeur de psychologie à l'université d'Aix-Marseille. Il a écrit pas mal d'ouvrages sur le sujet. Les titres vont peut-être vous parler. Il y en a un qui c'est Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, et un autre ouvrage qui s'appelle La soumission librement consentie. Donc, mais lui, il a fait énormément de travaux autour justement de la psychologie de l'engagement. Et ces travaux, le flambeau en quelque sorte a été repris par une autre personne qui s'appelle Fabien Girandola, qui est également professeur à l'université de psychologie à l'université d'Aix-Marseille, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Psychologie de la persuasion et de l'engagement. Donc on a pris contact avec lui et on a commencé un certain nombre de travaux, donc ça remonte au début de l'été dernier, et pour voir comment on allait pouvoir utiliser ces travaux, alors qui sont faits effectivement par cette université, mais c'est des travaux qui sont mondiaux, hein. Donc il y a des travaux de recherche dans le monde entier autour de ces sujets, qui sont consolidés par les différents chercheurs, et derrière, il y a des théories qui sont imaginées, mais c'est surtout mis en pratique, c'est-à-dire que derrière, ils font des tests, ils mettent en pratique ces théories et vérifient si oui ou non tel ou tel, on va dire, principe ou théorie fonctionne. Et donc ça permet d'avoir ensuite des résultats. Donc on a commencé à travailler avec Fabien Girandola. On continue et on expérimente avec nos clients la mise en œuvre de ces techniques. Et on va d'ailleurs incorporer à la rentrée, a priori, un doctorant qui va travailler avec nous sur ces sujets-là. Parce que c'est pas quelque chose c'est pas une science exacte, hein, donc c'est pas figé dans le marbre, et c'est vraiment par test, expérimentation, résultats, amélioration qu'on avance. Et donc on a extrait, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, on a extrait 12 techniques qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre de campagnes de sensibilisation en ligne. Parce que nous, c'est un peu le critère, vu que c'est ce qu'on fournit. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible de faire autre chose, mais dans ce que nous, on apporte, il s'agit de pouvoir les mettre en œuvre dans les campagnes de sensibilisation en ligne. Donc, première technique, donc je vais vous décrire les différentes techniques, et je vais insister plus ou moins sur telle ou telle, parce que ça me semble les plus prometteuses ou les plus intéressantes. Il y a un premier point, on fait souvent allusion en cybersécurité à quelque chose qui n'est pas forcément très reluisant. On appelle ça le marketing de la peur. Donc, et c'est vrai que ça ne présente pas la cybersécurité de façon très, très positive. Néanmoins, on constate quand même une chose, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à lancer des opérations de sensibilisation auprès des utilisateurs, vous allez leur parler de la menace, vous allez parler de ce qu'ils risquent, vous allez parler de ce qui peut se passer s'ils ne font pas telle ou telle chose ou s'ils font telle ou telle chose. Donc à un moment ou à un autre, même si, enfin après on peut appeler ça de la peur ou pas, mais vous allez créer une forme d'appréhension dans l'esprit des personnes auxquelles vous vous adressez. Et d'une façon plus générale, on s'aperçoit qu'une des raisons pour laquelle, oui, je n'ai pas insisté peut-être sur ce point-là, mais pourquoi est-ce qu'on est déçu aussi sur les opérations de sensibilisation? Il y a en partie, c'est de la faute de ceux qui font la sensibilisation, et on va dire en partie aussi dû à certaines réactions ou certains types de comportements des utilisateurs. Alors pour faire simple, hein, la raison pour laquelle ceux qui font les campagnes de sensibilisation sont impliqués,
c'est que souvent, dans beaucoup d'entreprises, on va faire une opération one-shot, longue, une fois par an, et c'est tout. Où on va présenter des supports qui sont insuffisamment différenciés, très génériques, qui n'intéressent pas ou qui n'interpellent pas l'utilisateur. Bref, il y a, je dirais, des principes de communication ou de pédagogie qui ne sont pas forcément respectés vis-à-vis des apprenants, et donc des utilisateurs. Et puis, les utilisateurs, ça pourrait faire l'objet d'une présentation complète. Hein. De leur côté, il y a toute une série de freins, d'objections qui sont mises en avant pour soit ne pas le faire, soit ne pas respecter les consignes qui sont données dans ces campagnes de sensibilisation. Donc là, l'idée, notamment au travers de tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça va aider à lutter contre ces freins et ces objections et de permettre justement de les rendre, en tout cas de les rendre plus disponibles d'esprit aux bonnes pratiques que vous cherchez à leur inculquer en matière de cybersécurité. Donc je reviens sur la peur. Donc à partir du moment où vous commencez à parler de ce sujet, forcément il y a une forme d'appréhension qui se crée. Il s'agit, même si vous ne souhaitez pas forcément jouer sur ce point, c'est inévitable. Et en fait, les travaux qui ont été menés donc, en matière de psychologie démontrent qu'une personne, face à la peur, elle a deux réactions possibles. Soit elle fait face à la peur, il y avait beaucoup de P là-dedans, hein. Soit ça fait face à la peur, soit elle fait face au danger. Faire face à la peur, ça veut dire gérer sa peur. Ça veut dire soit la nier, soit la reporter sur quelqu'un d'autre, dire que c'est pas mon problème, faire la politique de l'autruche. Enfin bref, c'est contourner quelque part le problème. Et c'est évidemment pas ce qu'on souhaite qu'elle fasse. Et faire face au danger, c'est le contraire. C'est-à-dire que, ok, ça me fait un peu peur tout ça, mais je vais faire face à ce risque, face au danger. Et donc je vais, par rapport à cet environnement-là, agir. Et je rejoins ce que disait Maxime Lecoeur ce matin. Il ne s'agit pas, dans cette optique-là, de dire, enfin, l'expression qu'on entend tout le temps et qui, moi, me hérisse le poil, c'est quand on dit la vulnérabilité est entre la chaise et le clavier. Et ce que disait Maxime ce matin, c'est vrai, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'une entreprise a besoin de ses collaborateurs, a besoin donc d'utilisateurs, et ils ont besoin qu'on les aide. Et donc, ils ont besoin, justement, de faire en sorte qu'ils soient mieux armés, plus puissants face à la menace qui peut peser sur eux et sur le système d'information de leur entreprise ou de leur organisation. Et donc, ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent faire face au danger. Et donc, ce qu'explique et ce qui est démontré aujourd'hui dans le cadre de la psychologie de la persuasion et de l'engagement, c'est que si vous voulez amener les gens à faire face au danger, la seule façon de le faire, c'est qu'en même temps que vous suscitez la peur, c'est de leur expliquer que finalement, faire face au danger, il faut que ce soit simultané. Faire face au danger, c'est pas si compliqué et en fait, en respectant un certain nombre de consignes simples, vous allez y arriver. Et donc, c'est de leur donner tout de suite les clés, tout en expliquant que finalement, c'est à leur portée et qu'ils ont tout à fait la capacité à gérer ce danger-là. Et donc ça, c'est très important. Quand vous suscitez finalement cette crainte, d'apporter immédiatement et simultanément des solutions. Et dans ce cas-là, vous favoriserez très largement la gestion du danger par les apprenants. Technique numéro 2, ça va aller un peu plus vite sur cette technique, c'est le traitement direct du sujet. On s'aperçoit, les travaux de psychologie le montrent, c'est que si vous dites aux gens... dans 15 jours, je vais te parler de cybersécurité et puis des comportements que tu vas devoir respecter. En fait, pendant toute cette période de temps-là, vous laissez la porte ouverte à toutes les pensées, je dirais, négatives sur le sujet de freins et de boucliers qui pourraient être levés. Alors que si vous dites de but en blanc, voilà, je t'envoie un petit message, on va parler de cybersécurité, on va parler de tel ou tel type de problématique, la fraude au président par exemple, ou autre chose. Là, vous ne lui laissez pas le temps de créer justement cet esprit d'opposition, et donc vous avez plus de chances aussi qu'il soit attentif au message qui sera délivré. C'est un exemple de traitement direct du sujet. Le développement de l'application, ça c'est très important aussi. Je parlais tout à l'heure de la problématique des messages génériques. C'est vrai que si la personne reçoit un message mais qu'elle sent que c'est trop loin de son vécu, de son environnement, de son problème du jour, etc., lui il se dira de toute façon, moi j'ai plein d'autres choses à faire, c'est pas le temps de m'occuper de ça, donc c'est pas mon sujet. Donc il est important là aussi de pouvoir faire en sorte... Alors,
L'implication, ça passe aussi par des messages forts de la direction, etc. Donc il faut aussi que ce soit des choses qui soient relayées au plus haut niveau de l'organisation. Mais après, ça veut dire que, typiquement, quand vous vous adressez dans un secteur, alors Maxime parlait des découpages métiers, c'est vrai qu'à quelqu'un qui est commercial, vous n'allez pas lui passer les mêmes messages que quelqu'un qui est ressources humaines, et quelqu'un qui travaille dans une collectivité, ni la même chose que quelqu'un qui travaille dans les hôpitaux, ni quelqu'un qui travaille dans une industrie agro. Donc là aussi, il faut être au plus près pour que la personne se dise « Ah oui, ça me parle, donc effectivement, je me sens concerné ». Technique numéro 4, bon ça c'est un peu évident, c'est l'humeur positive, c'est-à-dire que c'est toujours plus sympa d'avoir un support amusant, plaisant, ludique à suivre. Là, il y a des tas d'outils aujourd'hui qui existent pour faire ça, et dans les vidéos qu'on propose, on prend en compte ce phénomène, et eh bien, on donnera beaucoup plus envie que si c'est juste un texte abrupt qu'il doit lire, ou quelque chose qui est monocorde d'une personne qui est enregistrée dans une vidéo. Technique numéro 5, il me reste 5 minutes, je vais aller plus vite sur les différentes techniques. Donc, technique numéro 5, l'inoculation, ça c'est vraiment pour dire, ok, vous pensez que c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, mais on vous explique pourquoi c'est comme ça que ça devrait être fait. Donc l'idée, c'est vraiment de traiter l'objection avant qu'elle arrive. Donc ça, c'est le principe d'inoculation. Casser le sentiment d'invulnérabilité dans beaucoup d'entreprises, ça aussi c'est un des freins, c'est de se dire « Oh là là, chez moi il y a des professionnels de la cyber, ils sont super bons, on est protégé, on risque rien, etc. » Donc là aussi, il faut casser ce sentiment-là pour leur expliquer que le problème peut passer par eux. Technique numéro 7, du bon usage des récompenses. Ça peut avoir un effet intéressant sur la participation. Alors il faut bien les utiliser parce que c'est vrai que ça crée peu d'engagement. C'est-à-dire que ça va créer de la participation, mais peu d'engagement parce que la justification pour le faire est externe et non pas interne à la personne. Mais par contre, pour créer un événement, un engouement, ça peut avoir un intérêt. Ça, c'est un des points les plus importants. C'est pour ça que je vais m'arrêter un peu plus longtemps sur cette partie-là. C'est obtenir un acte engageant. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un acte engageant, en fait, l'idée c'est d'avoir un comportement préparatoire qui va être un acte, on va dire, qui est du même type que les différents comportements et les différents actes qu'on cherche à obtenir, mais dans un périmètre plus réduit. Donc c'est par exemple, si vous voulez obtenir de quelqu'un un acte de générosité, vous allez commencer par, je la fais très basique, mais vous allez commencer par lui demander quelle heure il est, enfin quelle heure qu'il est, et une fois qu'il vous a donné l'heure, vous lui demandez s'il ne peut pas vous filer 5 balles, quoi. Donc c'est le principe, c'est qu'à partir du moment où il aura eu tendance à vous donner quelque chose, ce sera plus facile, et vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir les 5 balles en lui demandant comme ça que si vous lui demandez d'entrer, donne-moi 5 balles. Donc c'est ça l'acte engageant et le comportement préparatoire. Et donc en matière de cybersécurité, enfin de sensibilisation, je reviendrai sur 2 possibilités que l'on propose, mais il y a un certain nombre de critères qu'il doit respecter, comme le contexte de liberté, il doit avoir le choix de le faire ou de ne pas le faire. Ça doit être un minimum public, c'est-à-dire que ça doit être quelque chose qu'il affiche de façon plus ou moins évidente. Le caractère explicite, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'ambiguïté par rapport à ça. Le fait de le répéter, donc ce n'est pas forcément du premier coup que vous aurez le résultat, et donc il faut pouvoir le refaire. Le coût de l'acte également est très important, c'est-à-dire qu'il faut que le coût soit suffisamment fort pour qu'il s'engage, mais pas trop, parce que sinon il ne le fera pas. Alors, pratiquement, 2 exemples que l'on propose dans nos opérations de sensibilisation, les 2 n'ayant pas les mêmes impacts. Le premier, c'est celui de droite, la demande de réponse. C'est-à-dire que, vous savez, souvent sur les supports de sensibilisation, si vous en avez fait, on vous fait un sujet où vous avez une explication. Je parlais tout à l'heure de ce qu'est la fraude au président. Puis à la fin ou pendant, vous avez des activités, du quiz, on vérifie que vous avez compris ce que c'est que la fraude au président. Là, l'idée, c'est plutôt de dire, à la fin d'une opération de sensibilisation, c'est donc vous avez bien compris que le sujet de la cybersécurité est quelque chose d'important. Oui, non, on ne sait pas. Le ne sait pas, c'est juste pour lui donner l'aspect de liberté, parce que sinon, il ne dira jamais non. Donc, surtout si c'est dans le cadre d'une entreprise. Donc, ça, c'est le premier point. Et après, une fois que vous avez posé cette question, deuxième question, donc si vous avez compris que le sujet est important, vous comprenez que votre rôle à jouer également est important. Oui, non, on ne sait pas. Donc ça, c'est des choses qui font qu'à partir du moment où en plus il est en ligne, il est logué, donc il y a un côté un peu public, il sait que c'est engageant, enfin que c'est enregistré et public en soi, et donc ça l'engage aussi vers ce type de comportement. Le deuxième, le badge, l'aspect badge,
L'idée, c'est de dire à un moment donné, dans les opérations de sensibilisation, bah, vous avez compris que le sujet est important, acceptez-vous de vous engager en la matière. On a besoin également que vous soyez, finalement, vous manifestiez votre engagement, téléchargez ce badge. Alors, nous, notre slogan, c'est ce qu'on cherche à développer chez les utilisateurs, c'est le piratage informatique ne passera pas par moi. Donc, il peut télécharger ce badge. Ça peut être un autre badge, hein, ça dépend ce que veut faire l'entreprise qui l'utilise. Et ensuite, on lui dit, bah, affichez-le dans vos réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur le réseau social interne de l'organisation, etc., où il affiche, lui, aussi, que finalement, il est cyberacteur, en quelque sorte, de son organisation. Et ça, c'est un vrai acte engageant. Et à partir du moment où quelqu'un fait ça, vous imaginez bien qu'il a plus tendance derrière à respecter les consignes. Et puis, bah, il fait aussi œuvre quelque part de prosélytisme et permet de faire en sorte de créer une dynamique à partir du moment où vous avez de plus en plus de personnes qui font ça. L'amorçage, après j'arrêterai sur ces techniques. L'amorçage, c'est aussi intéressant. C'est typiquement, vous faites une opération de sensibilisation sur les 7 règles de sécurité dans votre organisation. Vous en avez 7. À la fin, vous dites, bon, ok, hein, il y en a 7. C'est compliqué de toutes les appliquer du jour au lendemain. Nous, ce qu'on vous demande, c'est sur les 7, vous en prenez une seule. Et vous vous engagez à respecter cette consigne-là à partir d'aujourd'hui. Donc lui, il a l'impression finalement que par rapport à ce qu'il aurait pu lui être demandé, il n'a pas grand-chose à fournir. Sauf que c'est ce qu'on appelle l'amorçage, c'est-à-dire qu'en faisant cet engagement, il a d'une part plus tendance à respecter celle pour laquelle il s'est engagé, mais en fait, par un effet de halo, lorsqu'il sera confronté aux situations dans lesquelles il doit appliquer les 6 autres, il aura automatiquement tendance aussi à les appliquer. Voilà, donc ça c'est aussi une technique qui est utilisable. Bon, après les autres, étiquetage, identification sociale et recadrage, les trois peuvent être combinés. Hein. L'idée de l'étiquetage, c'est typiquement quand vous remerciez quelqu'un parce qu'il a fait une campagne, qu'il a participé, c'est en même temps de lui dire, bah voilà, vous faites partie des gens qui rendent le monde cyber plus sûr, donc quelque part vous lui donnez un qualificatif, pas uniquement de le remercier. L'identification sociale, c'est de lui faire comprendre qu'il participe à quelque chose qui est commun, un vrai groupe, un effort de groupe. Et donc là aussi, la nature humaine étant ce qu'elle est, il a d'autant plus tendance comment dirais-je, à se comporter de la façon qu'on souhaite. Et puis le recadrage, c'est essentiellement, et ça doit être fait tout le long sur la cybersécurité, c'est que souvent, c'est par rapport à l'idée qu'il en a au début, c'est aussi en permanence démystifier, simplifier et positiver, pour reprendre des termes à la mode, ce qu'est la cybersécurité par rapport à finalement l'idée qu'il peut en avoir au départ. Ok, question-réponse. Ça va, j'étais à peu près dans le délai. Bon. Si vous avez des questions, avec plaisir. Le post-repas est souvent délicat. Entends bien. J'aurais une question. Vous avez présenté plusieurs techniques et en fonction de votre expérience, j'aimerais savoir quelle technique selon vous est la plus efficace. Alors oui, effectivement, je n'ai pas parlé des résultats parce que c'est intéressant d'avoir des résultats derrière et c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans la mise en œuvre de ces techniques-là. Et on vérifie que ça a un vrai impact. Et donc on voit aujourd'hui, typiquement, le traitement direct du sujet. Très souvent, on doit inviter les utilisateurs à une campagne de sensibilisation. Et en fonction de la façon dont vous rédigez ce message, vous pouvez augmenter considérablement le taux de participation. De 15, 20 à 30%, en testant. Ceux qui font du marketing, ils savent ça depuis longtemps. C'est-à-dire que vous faites des tests AB, vous vérifiez quel est le message qui va marcher le mieux. Là, c'est un peu pareil. Et le fait d'amener directement dans le contenu du message, un exemple, au lieu de dire la cybersécurité est quelque chose d'extrêmement important, on a décidé de traiter ce sujet-là chez nous, donc on compte sur vous, etc. Donc merci de vouloir participer à cette campagne-là. C'est beaucoup moins efficace que si vous dites savez-vous que dans tel service de l'organisation, il y a une attaque qui a failli réussir. Regardez et venez comprendre et apprendre pourquoi et ce qui s'est réellement passé.
Et donc là, de fait, vous faites après, si c'était je reviens toujours sur ma fraude au président, si vous revenez, si c'était ça le sujet, ensuite vous embrayez sur le contenu en question. Ça marche très bien. Mais ce qui marche le mieux, et c'est ce qu'avait démontré d'ailleurs Robert Vincent Joule dans tous ses ouvrages, c'est la notion d'acte engageant. Il y a c'est des choses qui ont été utilisées sur la sécurité routière, la lutte anti-tabac, plein de sujets dans le monde entier. Et c'est vrai qu'on obtient vraiment des résultats assez intéressants dans l'évolution comportementale des personnes. Mais le problème, le vrai sujet, et c'est vrai dans toutes les opérations de sensibilisation, c'est qu'il faut s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que l'opération one shot, une fois, et puis après on voit, comme disait Maxime ce matin, c'est pour cocher une case de conformité, ça va. Pour des résultats, non. Donc il faut vraiment travailler dans la durée. Peut-être la réponse était un peu longue. Merci. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que je suis capable aujourd'hui d'avoir des résultats par secteur. Je pense que la notion de badge, d'acte engageant, enfin, la question où vous interpellez directement l'utilisateur sur ce qu'il a fait, c'est ce qu'on fait aussi, par exemple, dans les études d'impact. C'est-à-dire que quand vous faites des opérations de sensibilisation, vous en faites X pendant 6 mois, à un moment donné, vous pouvez faire une étude d'impact et dans laquelle vous allez effectivement demander aux personnes s'ils ont suivi, si ça les a intéressés, mais c'est surtout quel est le type, est-ce qu'ils ont le sentiment que ça a changé la perception qu'ils ont du sujet, qu'ils ont le sentiment que ça a fait bouger les choses dans leur quotidien, et aussi autour d'eux. Parce que quand ils parlent d'eux, ils peuvent toujours dire oui, moi oui. Mais c'est intéressant aussi de leur dire, et dans votre organisation, dans votre service, vous avez le sentiment que les choses ont changé, vos collègues, votre direction. Et là, on peut obtenir des résultats assez intéressants. Et ça s'applique pratiquement dans tous les secteurs. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, enfin, peut-être que ça nous apparaîtra plus tard dans le temps, mais aujourd'hui, je n'ai pas forcément de différenciation sectorielle. Merci de votre présentation. Du coup, la question, ça serait plus par rapport à la première qui a été posée, par rapport à l'acte d'engagement. Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant d'impliquer carrément la personne dans la campagne de sensibilisation, notamment par exemple dans une campagne de phishing factice, avec à la fin du déroulé justement une alerte au collaborateur qui s'est fait piéger, afin que sur le long terme ça reste ancré et qu'il puisse être beaucoup plus vigilant sur la longue. Alors vous pouvez, de toute façon, la notion d'acte engageant, de badge, etc., vous pouvez le mettre à ce moment-là, ça c'est possible. Il y a plusieurs choses quand on parle de test phishing, il y a plusieurs choses auxquelles il faut faire attention. C'est-à-dire que la première, c'est que là, vous avez à faire face à quelqu'un qui va se sentir piégé. Donc il n'est pas forcément dans la meilleure situation psychologique pour pouvoir après dire « ouais, je vais m'engager dans ce domaine-là, etc. » Il n'est pas forcément le mieux prédisposé à cet instant-là. Qui plus est, l'objectif, quand vous faites des campagnes de test phishing, enfin nous, notre vision du test phishing, ça doit vraiment être vu comme étant un entraînement. C'est-à-dire que c'est pas l'objectif, ça doit pas être de dire je vais piéger mes utilisateurs, c'est je vais les entraîner à une situation qu'ils peuvent rencontrer dans la vie courante. Et l'objectif que vous avez essentiellement dans la partie test phishing, et ce qu'on essaye d'inculquer comme comportement, c'est le fait de... Parce que le principe, c'est quand on fait un test phishing ou quand il y a un phishing, c'est qu'on cherche à faire monter le stress de la personne, donc de faire baisser son niveau de vigilance en parallèle de ce niveau de stress et d'obtenir un comportement qu'elle n'aurait peut-être pas si elle avait réfléchi 2 secondes de plus. Donc l'idée, c'est de dire, à chaque fois que vous êtes dans cette situation-là, prenez 30 secondes. Parce que là, c'est pareil, les études de psychologie le démontrent, c'est que 30 secondes, ça fait baisser considérablement le stress et vous retrouvez pratiquement en tout cas une bonne partie des facultés cognitives, et donc vous avez plus de facilité d'analyser ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est surtout ce qu'on recommande sur la partie test phishing, sachant que
ça ne traite qu'un sujet, le phishing, alors que la sensibilisation cybersécurité, il y a plein d'autres sujets. Mais oui, après tout dépend comment vous présentez le post-campagne test phishing, mais vous pouvez tout à fait, à ce moment-là, amener la personne à s'engager justement sous un format ou un autre. Ça peut être le badge, ça peut être autre chose, bien sûr. D'accord, merci. Bonjour. Donc nous, on a des clients qui ont fait des opérations de cybersécurité et qui l'ont associé à du team building d'autodéfense. Donc, excellent. Voilà, c'était la demande que ils ont répétition. Ouais. Par rapport à ça. De toute façon, quand je vous dis effectivement la notion d'entraînement sur les opérations de test phishing, moi je trouve que c'est excellent. Après, je trouve le principe qui est vraiment très très bon parce qu'on est vraiment dans le même type d'optique. Quand on cherche à se défendre, finalement on fait du physique, du logique, donc c'est très intéressant. La seule difficulté, c'est quand vous avez 60 000 ou 80 000 salariés, comment vous faites, quoi. Mais effectivement, et c'est pareil pour les escape games ou autres. Mais par contre, il peut y avoir, vous pouvez le faire, si vous avez envie d'imprégner vos managers, par exemple, c'est ce que vous alliez dire, ouais. Si vous voulez imprégner vos managers davantage sur ça pour qu'ils se fassent le relais derrière, oui. Et de toute façon, la sensibilisation et les stratégies de sensibilisation, nous, effectivement, on a un outil qui permet de le faire en ligne, mais il ne faut surtout pas se limiter à ça, bien sûr. C'est fait au niveau de la direction, au niveau des managers et après. Ouais. Non, mais ça, oui, tout à fait. Moi, du coup, j'aurais une toute dernière question, je pense, et ensuite on va passer à l'intervenant suivant. Moi, c'était par rapport aux porteurs du sujet de sensibilisation par rapport à la cybersécurité. Est-ce que vous pensez que quand un projet de sensibilisation est mené par une direction, est plus impactant que quand il est mené par la DSI, par exemple, ceux qui sont dans la DSI? Mais il ne faut pas séparer les deux. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit, de toute façon, dans les entreprises, c'est mené par des professionnels. En fait, il y a 3 composantes, potentiellement dans des opérations de sensibilisation. Le RSSI, parce qu'il connaît le sujet, donc lui, il va savoir quels sont les risques, les menaces, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en avant. La direction, évidemment, parce que si vous avez été ciblé par des campagnes de sensibilisation sur la cyber, j'imagine que vous êtes dans des organisations où on vous sollicite sur la lutte antifraude, sur le RSE, sur le je ne sais combien. Enfin, ça fait beaucoup. Donc, à un moment donné, il faut aussi que la priorité soit donnée au niveau justement des dirigeants, de la direction, en disant là-dessus, on peut être comme le discours qu'avait fait le PDG de Lise Charmel était top pour ça, parce que eux, ils se sont pris une cyberattaque, ils ont failli en mourir. Donc, et son discours, c'était de dire c'est la seule chose qui vous fout la boîte en l'air en une nuit, quoi. Il n'y a rien d'autre. Donc, il est très important que la direction soit impliquée. Et la 3e composante, c'est les RH. Les gens des RH, des formations, etc. Justement pour que tout ça se fasse aussi en coordination avec toutes les autres opérations qui sont faites au niveau des collaborateurs. Mais il ne faut pas opposer l'un et l'autre, il faut vraiment combiner l'ensemble. Ça marche, merci. Je vous en prie. Mes yeux ne sont pas tip-top, mais je ne vois pas de mal levé. Donc, merci beaucoup.